Elle n'a pas demandé à cause de la procédure. Elle a demandé à cause du préjugé. Ce matin-là, en première classe, Bridget Sanders, la chef de cabine, n'a pas vu un passager légitime. Elle n'a vu que la couleur de peau. Et en quelques minutes à peine, elle a transformé un simple soupçon personnel en un acte de violence, déguisé en vérification de billets, une gifle, un ordre de quitter le siège. Un enfant noir humilié sous les regards indifférents de ceux que l'on considère comme l'élite. Mais ce que Bridget ne savait pas, c'est que l'enfant qu'elle venait d'humilier n'était autre que le fils unique du PDG de la compagnie aérienne. Et avec un simple texto, un seul appel, tous les masques ont commencé à tomber. L'équipage entier a été suspendu. Les agents de bord ont été enquêtés, et l'industrie aérienne a été forcée de faire face à l'ombre persistante du racisme, qui continue d'exister silencieusement dans les airs. Ce n'était pas un incident. C'était une accusation. L'annonce d'embarquement résonnait à travers les vitres embrumées de l'aéroport international. Une file de passagers bien habillés, costumes impeccables et valises en cuir de luxe, avançait vers la première classe. Owen Carter, un adolescent noir de 17 ans, entrait avec des pas confiants mais discrets, tenant un sac à dos en tissu usé et un téléphone noir brillant serré dans la main. Il ne portait ni montre de luxe, ni mallette en cuir, et n'avait certainement pas l'air d'un homme d'affaires. Il était vêtu d'un simple sweat à capuche gris, d'un jean délavé, et de baskets blanches usées. Il ne baissait pas les yeux, ne semblait pas gêné. Il marcha droit jusqu'au siège 2A, côté hublot, comme s'il lui appartenait parce que c'était bien le cas. Il ouvrit le compartiment à bagages au-dessus de lui et y déposa délicatement son sac. Personne ne parla, mais les regards commencèrent à bouger. Un homme aux cheveux argentés, assis dans la rangée voisine, jeta un coup d'œil et fit semblant de se concentrer sur son magazine financier. Une jeune femme suspendit l'application de son rouge à lèvres, les yeux soulignés d'un trait net fixés sur lui pendant quelques secondes. Personne ne parla, mais chaque regard semblait silencieusement dire « Il n'a rien à faire ici ». Owen s'assit, posa doucement la main sur la coudoir et sortit un roman de Toni Morrison, posant ses écouteurs autour du cou comme un bouclier invisible. Il ne jouait pas, ne surfait pas sur Internet, il lisait. Il était là, calme et silencieux, mais personne ne le voyait comme ordinaire. Dans ce monde, le silence d'un garçon noir en première classe n'était pas perçu comme naturel. Cela devenait une question, un défi, une présence qui mettait mal à l'aise, sans qu'on sache pourquoi. Personne ne savait qui était Owen. Et personne n'a demandé. Ils se sont contentés de regarder, de supposer, de juger en silence. Car parfois, la discrimination n'a pas besoin de mots. Il lui suffit d'un regard. Owen restait concentré sur son livre quand le son sec et déterminé de talons hauts résonna sur le tapis épais, chaque pas comme un rythme préétabli du pouvoir. Il ne leva pas immédiatement les yeux, mais les gens autour de lui le firent, car tout le monde savait que Bridget Sanders venait d'arriver. Elle était la chef de cabine pour ce vol. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux blonds platine soigneusement attachés en un chignon classique, un uniforme parfait sans un pli, et des chaussures noires brillantes comme des miroirs. Pour beaucoup, elle représentait l'incarnation idéale de la discipline dans l'industrie aérienne. Mais ceux qui l'avaient observée de plus près savaient bien que Bridget ne servait pas. Contrôlée. Son visage se fendit d'un demi-sourire, le genre de sourire qu'on pratique pendant des milliers d'heures devant un miroir, mais qui n'atteint jamais les yeux. Ce sourire disait « Bienvenue ». Mais son regard insistait « Je te juge ». Et lorsque ses yeux se posèrent sur Owen, ils ne s'arrêtèrent pas par surprise. Ils s'arrêtèrent parce qu'ils confirmaient un soupçon sous-jacent qu'elle portait en elle depuis le moment où elle était entrée dans la cabine. Bridget s'arrêta. Le sourire disparut complètement, et dans une voix si douce qu'elle en paraissait fausse, le genre de ton qui ne peut venir que du pouvoir et du préjugé, elle parla. « Tu es sûr que tu es assis au bon siège ?» Owen posa son livre et leva les yeux. Son regard n'était ni provocateur, ni baissé. Il était simplement calme. « Oui, c'est le siège 2A. » Bridget pinça les lèvres. Son regard passa du livre au sweat à capuche, puis aux baskets usées. Elle ne posa pas d'autres questions, mais tendit la main comme pour ordonner « Montre-moi ton billet ». Owen sortit le billet de la poche de son hoodie et le lui tendit entre deux doigts. Bridget ne le remercia pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle regarda attentivement le numéro de siège, puis Owen, puis à nouveau le billet, comme si elle cherchait un faux détail. N'en trouvant aucun, elle continua. « Tu voyages seul ? Aucun adulte ne t'accompagne. »
J'ai déjà pris l'avion seul plusieurs fois. Bridget haussa légèrement un sourcil, ni en colère, ni en élevant la voix. Elle savait exactement comment utiliser la douceur comme un outil pour plier les autres. Tu es sûr que ce billet est vrai? À cet instant, toute la cabine tomba dans un silence glacial. Un homme en deux resserra soudain sa ceinture, les yeux rivés sur la scène. Une femme devant s'arrêta dans l'application de son eyeliner, faisant semblant de manipuler son téléphone, mais toutes ses oreilles étaient en alerte. Personne ne parlait. Personne ne demanda « Que se passe-t-il » ou « Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon ?» Ah non. Tout le monde regardait comme s'il assistait à une pièce de théâtre, où la méchante jouait son rôle exactement comme prévu. Parce que Bridget n'avait pas besoin de crier pour montrer son autorité. Il lui suffisait de semer un doute, puis de le laisser se répandre dans l'air, comme son parfum entêtant, que personne ne nommait, mais qui mettait tout le monde mal à l'aise. Bridget regardait Owen comme s'il était quelque chose à écarter, pas à servir. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il avait tout bien fait trop bien, mais au mauvais endroit. C'est cela qui la dérangeait. Personne ne bougeait, mais la tension dans la cabine de première classe était maintenant aussi palpable que l'odeur de fils brûlés. Il ne fallait ni cris, ni bagarre. Juste une femme en uniforme d'hôtesse de l'air et un étudiant noir qui refusait de se soumettre. Owen resta assis, les mains posées sur ses cuisses, le regard fixé sur le hublot, ni troublé, ni frustré, mais ferme. Son calme déstabilisait Bridget davantage, car elle avait l'habitude de l'obéissance, pas du contrôle de soi. Et quand Owen ne réagit pas comme un enfant grondé le ferait d'habitude, elle commença à perdre le sien. « Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la sécurité de l'aéroport. » Sa voix perdit la froide politesse qu'elle arborait d'habitude. Il y avait un tremblement maintenant. Et pendant un instant, Bridget réalisa que son autorité était remise en question, non par des cris, mais par un silence. Ce silence l'effrayait. Dans un geste réflexe, moitié colère, moitié volonté d'imposer son pouvoir, Bridget attrapa le téléphone posé sur l'accoudoir du siège d'Owen. Sa voix monta. « Je dois vérifier les informations de réservation. » Sa main heurta celle d'Owen, assez fort pour produire un claquement sec qui résonna dans toute la cabine de première classe. Une femme en un F poussa un cri étouffé. Un vieil homme en 3 cessa de feuilleter son magazine. Un moment figé s'étendit dans la cabine. Et personne ne parla. Personne ne cria « Ne faites pas ça » ou « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Seul Owen, le garçon qu'on venait de gifler devant tout le monde, fut le premier à agir. Il ne repoussa pas sa main. Il ne reprit pas le téléphone. Il se leva lentement, sans se presser, sans trembler, juste comme s'il quittait une salle de classe. Il se pencha, ramassa son sac à dos, remit les cordons de sa capuche. Chaque geste était lent, délibéré, comme s'il avait été programmé pour une humiliation qu'il savait devoir endurer, uniquement à cause de la couleur de sa peau. On ne peut pas courir derrière quelqu'un qui s'en va en silence. Parce que lorsqu'il ne dit rien, vous êtes forcé d'écouter votre propre souffle et de ressentir la honte. Owen quitta la cabine de première classe sans se retourner, sans regarder personne. Mais il laissa derrière lui quelque chose de plus lourd qu'une gifle physique. Une accusation muette, qui fit baisser les yeux à tous. Le cœur serré, personne n'osait tourner la tête ni baisser les yeux. Au dernier rang, près des toilettes, Owen s'assit. Le siège était dur, le dossier non réglable, les accoudoirs branlants, mais il s'en moquait. Il sortit simplement son téléphone, ouvrit ses messages, et tapa. Elle m'a frappé la main et m'a envoyé à l'arrière de l'avion. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, pas de colère. Juste une ligne, comme une accusation silencieuse, suffisante pour ébranler un système de pouvoir qui semblait impénétrable. Owen posa sa tête contre le panneau rigide en plastique derrière lui, près des toilettes à l'arrière de l'avion. L'odeur de désinfectant se mêlait au bruit occasionnel de la chasse d'eau, mais il ne broncha pas. Aucun gémissement, aucune plainte. Les murmures des passagers autour de lui s'étaient estompés, ne devenant plus qu'un bruit lointain à la périphérie de ses pensées. La seule chose encore intacte en lui, c'était sa dignité, et son téléphone. Il déverrouilla l'écran et écrivit une simple phrase. Elle m'a frappé la main et m'a envoyé à l'arrière. Pas de point d'interrogation, pas de majuscule, aucun signe de colère incontrôlée. Juste une vérité, brute et indéniable. À plus de 3200 km de là, au 50e étage d'un immeuble de verre à New York, Jonathan Carter, PDG de Carter Air,
se tenait devant une série de présentations stratégiques sur l'expansion de l'entreprise au Moyen-Orient. Les actionnaires acquiesçaient. Le directeur des affaires extérieures prenait des notes. La salle était silencieuse, comme si chaque respiration était mesurée. Puis son téléphone vibra doucement. Jonathan ne jeta qu'un rapide coup d'œil à l'écran, mais ce regard suffit à faire disparaître tout ce qui se passait autour de lui. Personne dans la pièce n'entendit rien, mais tous sentirent que quelque chose de grave venait de se produire. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Puis il posa lentement la télécommande sur la table, se tourna vers le conseiller stratégique à côté de lui, et d'une voix basse, calme, mais résolue. « Gardez le vol 672 à la porte. Il y a un problème avec le siège 2A. » Personne ne demanda pourquoi. Un membre de l'équipe décrocha simplement le téléphone interne. Et, à partir de là, une chaîne de communication fut déclenchée. Rapide, précise, sans hésitation. À l'aéroport international de Portland, un voyant d'urgence clignota dans le centre de coordination. Le capitaine Ri Hammond, commandant du vol 672, terminait les vérifications pré-vol quand il reçut un appel direct du PDG. En 30 ans de pilotage de Boeing 777 sur 3 continents, il n'avait jamais reçu un ordre pareil. Maintenez l'appareil à la porte. Ne fermez pas les portes. Ne décollez pas tant que vous n'avez pas reçu d'instruction de la direction. Aucune explication. Mais avec son expérience, le capitaine Hammond comprit. Quand un ordre d'arrêt vient du plus haut niveau sans raison technique, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème éthique. Pendant ce temps, dans la cabine de première classe, Bridget Sanders s'assit sur une chaise pliante dans le galerie avant, tenant une tasse de café fumant. Pour elle, ce qui venait de se passer n'était qu'un incident mineur réglé. L'enfant avait été envoyé à sa place. L'arrogance se lisait dans le petit sourire satisfait sur son visage. Un gamin comme ça en première classe, marmonna-t-elle, buvant une gorgée de café comme pour se récompenser de sa fermeté. À ses côtés, la jeune hôtesse Taylor rit, plus observatrice, hésita et murmura. « Je crois qu'il avait un vrai billet, Bridget. Je l'ai vu, il était pour le siège 2A. » Bridget s'arrêta une demi-seconde, levant un sourcil comme si elle venait d'entendre une blague. « Taylor, tu as vu comment il était habillé? Un hoodie, des vieilles chaussures, pas de valise. Tu crois vraiment que quelqu'un comme ça a payé 4000 $ pour s'asseoir à côté d'un PDG? » Taylor ne répondit pas, mais son regard changea. Il n'était plus craintif, ni fuyant. C'était le regard de quelqu'un qui commençait à comprendre que quelque chose allait très mal. À l'arrière de l'avion, Owen ne disait toujours rien. Il mit ses écouteurs sans lancer de musique, les yeux fixés sur le hublot. Personne ne s'assit à côté de lui. Mais le monde entier semblait se refermer sur lui. Pas avec du bruit, mais avec le silence. Le silence le plus dur, celui de ceux qui ont vu, mais n'ont rien fait. Et dans ce silence, une gifle apparemment banale devenait la sonnette d'alarme d'un système entier. Dans le cockpit du vol 672, l'atmosphère devint soudain aussi tendue qu'une corde de guitare tendue à l'extrême lorsque le signal spécial retentit sur le panneau de contrôle interne. Le capitaine Ri Hammond, vétéran de l'aviation, jeta immédiatement un œil à l'écran qui affichait le message. « Restez à la porte. Attendez les instructions directes du département des opérations. » Il fronça les sourcils. De telles directives étaient rares, et habituellement liées à des situations de sécurité ou à des incidents politiques. Mais cette fois, aucun signal d'alerte, aucune escorte policière, aucune raison apparente. L'avion était prêt à partir. Les passagers étaient installés. L'équipage avait terminé les vérifications. Pourtant, quelque chose était caché et ce n'était pas technique. Au même moment, une petite fenêtre s'ouvrit sur l'écran principal de navigation. Ce n'était ni des données de vol, ni des signaux satellites, mais un canal de communication interne sécurisé, réservé uniquement aux appels urgents du département exécutif. Le capitaine Hammond prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton de confirmation. L'écran afficha un visage familier, rarement vu dans ce genre de situation. Richard Lann, directeur des opérations de Carter Air, apparut avec une expression froide, inflexible, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, une cravate bordeaux bien serrée. Ses yeux ne regardaient pas la caméra. Ils semblaient la traverser. « Capitaine Hammond. »« Oui, monsieur, répondit Ri, se redressant comme s'il saluait lors d'une audience.
J'ai besoin de parler immédiatement à la chef de cabine. Amenez-la dans le cockpit. La porte est ouverte. Pas d'explication, pas de politesse. Et c'est à ce moment-là que recomprit que c'était plus grave qu'il ne le pensait. À l'avant de la cabine, Bridget Sanders était occupée à vérifier la liste des passagers, ou plutôt à faire semblant de la vérifier, évitant le regard de quiconque après le léger incident avec le jeune homme déplacé. Elle pensait encore que tout était réglé, que le gamin avait été expulsé de la première classe et que tout était rentré dans l'ordre. Elle n'avait aucune idée qu'un tremblement de terre venait d'être déclenché par un simple message texte. Bridget. Une voix masculine grave l'appela depuis l'arrière. C'était le capitaine Hammond. Elle leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils en le voyant debout, aussi sévère que s'il examinait la liste de sécurité. Le cockpit demande à vous voir maintenant. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, mais ils veulent vous parler directement. Bridget hésita une seconde, juste une, puis ajusta sa cravate, lissa son uniforme et suivit Ri jusqu'au cockpit. Lorsque la porte s'ouvrit, la lumière des écrans se refléta sur les visages tendus des deux pilotes. Au centre du panneau de contrôle, une image en gros plan de Richard Lannes s'affichait sur l'écran sécurisé. Bridget n'eut pas le temps de le saluer avant que sa voix ne retentisse, tranchante comme une lame glaciale. « Savez-vous qui vous venez d'expulser de la première classe ?» Bridget se figea. Elle cligna des yeux, ses lèvres se serrèrent instinctivement. « J'ai juste vu un garçon, très jeune. » Ah! Pas quelqu'un qui pouvait se permettre un billet en première classe. Pas quelqu'un qui pouvait se le permettre. Pouvez-vous me définir ce « pas quelqu'un » demanda Richard, la voix aussi tranchante que de la glace. Bridget balbutia. Je veux dire, il portait un sweat à capuche. Aucun bagage de luxe, pas conforme à l'environnement de la première classe. Richard se pencha plus près de l'écran. Il s'appelle Owen Carter. Bridget cessa de respirer. Les Carter. C'est le fils unique de Jonathan Carter, l'actuel PDG et copropriétaire de près de 40% des parts de cette compagnie aérienne. Silence. Le silence n'était plus un vide. C'était un trou noir qui aspirait tout l'air du cockpit. Bridget sentit le froid monter de ses poignets jusqu'à son cou. Ses doigts commencèrent à trembler. Dans son esprit, une centaine d'images défilèrent. Comment elle avait interrogé le garçon, comment elle avait baissé la voix pour demander « Y a-t-il un adulte avec vous ?» Et surtout, la gifle lorsqu'elle lui avait arraché son téléphone. Richard poursuivit, implacable. « Vous n'avez pas vérifié le billet. Vous n'avez pas consulté la liste des passagers. Vous n'avez pas signalé l'incident. Et pire que tout, vous avez publiquement humilié un passager valide devant toute la cabine. Un passager qui n'a jamais dit un mot de travers. Tout ça parce qu'il ne ressemblait pas à la personne que vous vouliez voir assise en 2A. » Bridget tenta de respirer profondément, mais l'air dans la pièce semblait irrespirable. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle plus bas qu'un souffle. « Nous ne nous soucions pas de ce que vous saviez ou non, » répliqua Richard froidement. « Nous ne nous soucions que des actes et des conséquences. » Le capitaine Hammond recula lentement, évitant de croiser le regard de Bridget à ce moment précis. Il savait trop bien que ce n'était pas une simple réprimande. C'était un verdict. Le vol 672 ne décollera pas tant que le problème ne sera pas entièrement résolu. Et pour le résoudre, insista Richard, vous devrez présenter des excuses publiques aux passagers Owen Carter devant toute la cabine et leur accompagner personnellement au siège 2A. Et si je refuse? Richard ne répondit pas immédiatement, mais son regard ne vacilla pas. Alors vous serez retiré de l'avion et suspendu immédiatement, en attendant l'enquête. Encore une fois, personne ne parla. Il n'y avait pas besoin de mots, car le vent glacé venu du cockpit s'était déjà levé et s'apprêtait à balayer toute la cabine. Bridget Sanders resta immobile dans le cockpit, tendue comme une corde tirée entre deux courants contraires. L'un, la fierté forgée au cours de plus de 20 ans de vol, et l'autre, la dure réalité qui venait de tomber comme un masque arraché d'un faux visage puissant. La tasse de café qu'elle tenait encore dans sa main était depuis longtemps froide, tout comme elle. La confiance s'était envolée de ses yeux au moment même où elle avait entendu le nom Owen Carter. La voix de Richard Lannes continuait à résonner à travers l'écran. Toujours calme, toujours posé, mais chaque mot avait désormais le poids d'un verdict. Bridget Sanders, si vous ne présentez pas immédiatement des excuses publiques au passager Owen Carter devant l'ensemble de la cabine et ne l'escortez pas jusqu'au siège 2A,
vous serez immédiatement révoqué, retiré de l'avion et suspendu de toutes vos fonctions en attendant une enquête. Une seule phrase. 3 sanctions. Aucun moyen de se rétracter. Aucune échappatoire. Bridget ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa main se resserra autour de la tasse de café, ses doigts blanchis par la pression. Mais ce n'était pas la peur qui lui asséchait la gorge, c'était la honte, gonflée dans sa poitrine. Le capitaine Lee Hammond se tenait à quelques pas, observant en silence. Il avait vu des hôtesses de l'air se faire réprimander, critiquer, suspendre. Mais jamais il n'avait été témoin d'un tel retournement, aussi soudain que brutal. Il y a à peine quelques minutes, cette femme incarnait l'autorité dans la cabine, régnant comme une reine. À présent, elle se tenait au bord de l'effondrement. Bridget prit une profonde inspiration. Elle était habituée à crier sur ses subordonnés, à réprimander les passagers indisciplinés, à dominer tout le vol de sa voix tranchante et de son regard d'acier. Mais aujourd'hui, pour la première fois, tous les regards se tourneraient vers elle, non pas pour recevoir des ordres, mais pour la voir s'humilier. Alors qu'elle sortait du cockpit, la cabine de première classe plongea dans un silence étrange. Plus de bruit de pages tournées, plus de tintements de tasses. Même les murmures s'étaient tus, comme si chacun sentait qu'un moment particulier était sur le point d'arriver. Les premiers regards se posèrent sur elle. L'homme d'âge moyen en 3C, qui avait assisté à la scène précédente, détourna d'abord les yeux, mais pas cette fois. Puis, la jeune femme en 4F, qui avait discrètement baissé sa caméra lorsqu'Owen s'était levé, tenait désormais son téléphone, prête non pas pour filmer Owen, mais pour enregistrer le retour de la justice. Bridget avançait lentement, comme si ses chaussures étaient lestées de plomb. Elle savait que tous la regardaient. Chaque pas vers le fond de la cabine était un pas de plus vers l'abandon de la réputation qu'elle s'était construite. Au dernier rang, Owen Carter ne bougea pas. Il ne baissa pas la tête. Il ne s'avachit pas. Ses écouteurs pendaient toujours autour de son cou, son téléphone en main, mais l'écran était éteint. Il fixait l'extérieur, là où la lumière matinale se reflétait sur de minces bandes de nuages. Il n'avait pas besoin de regarder qui que ce soit. Il n'avait pas besoin d'écouter. Il savait déjà ce que signifiait le silence de la foule. Et maintenant, il attendait de voir ce qu'ils allaient en faire. Le bruit des talons de Bridget se rapprochait. L'hôtesse Taylor Rie se tenait près de la porte arrière, observant sans ciller. Pas de haine. Pas de compassion. Juste le regard d'un témoin face à une vérité inévitable. Bridget s'arrêta devant Owen. Pour la première fois, elle ne le regarda pas dans les yeux. Son regard s'abaissa, comme si elle fuyait son propre reflet. Elle tendit le billet pour le siège 2A, ce billet qu'elle avait autrefois mis en doute, rejeté, transformé en accusation sans preuve. Sa voix trembla. « Owen, je tiens à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. J'ai eu tort. Ose. Je vais vous raccompagner à votre siège. » Owen ne répondit pas immédiatement. Il laissa l'excuse flotter dans l'air, se répandre comme une pierre jetée dans un lac calme, non parce qu'il attendait qu'on le défende, mais parce qu'il voulait que chacun entende. Et tous entendirent, la respiration lourde de l'homme à côté, le froissement léger de vêtements devant, le bruit d'une caméra qui s'allumait quelque part. Mais personne n'intervint. Personne ne brisa le silence. Car tous savaient que ce moment ne leur appartenait pas. Ce moment, c'était celui d'Owen. Lui seul avait enfin droit à la parole. Il tourna la tête, regardant Bridget droit dans les yeux. Pas de colère. Pas de reproche. Juste une question, aussi tranchante qu'une lame dans le cœur. Tu appelles ça inconfortable? Une gifle publique et se faire éjecter de son siège, c'est juste inconfortable? Bridget ouvrit la bouche, comme pour répliquer, mais s'arrêta. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tu ne t'es pas trompé, poursuivit Owen, toujours d'un ton calme, mais plus perçant que n'importe quel cri. Tu m'as regardé, et tu as décidé que je n'avais pas ma place ici. La jeune femme en 30 degrés Fahrenheit se mit à pleurer. L'homme en 28 se redressa. Une femme âgée posa une main sur sa bouche. Tous savaient que ce moment. Ce n'était plus une conversation entre deux personnes. C'était une accusation silencieuse. Bridget baissa la tête. Je me suis trompé. Je n'avais aucune raison. Personne ne se leva pour applaudir. Personne ne cria de joie. Mais lorsqu'Owen se leva lentement, ajusta sa veste, mit son sac à dos sur l'épaule et commença à marcher vers l'avant, toute la cabine devint silencieuse,
comme si elle retenait son souffle. Non parce qu'on le lui avait ordonné, mais parce que chacun avait compris. C'était le moment où quelqu'un qui avait été rejeté revenait, non pas pour réclamer une place, mais pour affirmer qu'elle lui appartenait depuis le début. Chaque pas qu'Owen faisait dans l'allée semblait transporter un courant invisible, honte, éveil et espoir. Et Bridget, qui pensait autrefois diriger les passagers, marchait maintenant derrière Owen dans le rôle de celle qui demandait pardon. À cet instant précis, lorsqu'Owen se leva lentement en tirant son vieux sac à dos sur son épaule, toute la cabine sembla se figer dans un air dense. Personne ne parla. Personne ne bougea. Tous regardaient. Mais cette fois, ils ne le regardaient plus comme un intrus. Ils le regardaient comme un miroir, espérant ressentir quelque chose d'eux-mêmes à travers lui. Bridget Sanders marchait derrière Owen, tenant toujours le billet du siège 2A comme une offrande. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un coup de marteau sur l'ego de celle qui croyait autrefois « J'ai toujours raison ». Plus de regards autoritaires. Plus d'ordres secs. Seulement une femme obligée de faire face aux conséquences de ses préjugés inconscients. La jeune hôtesse de l'air, Taylor, se tenait dans l'allée. Ses yeux croisèrent ceux d'Owen lorsqu'il passa à côté d'elle. Elle ne dit rien, mais l'infime inclinaison de sa tête voulait tout dire. « J'ai vu, et cette fois je ne détournerai pas le regard. » Owen marchait lentement, non pas parce qu'il hésitait, mais parce qu'il laissait chaque regard l'atteindre, chaque silence lui rendre justice, chaque évitement se confronter à lui-même. Alors qu'il s'approchait de la première classe, l'homme assis en 3C, celui qui avait baissé son journal pour éviter d'être associé à l'incident, ne pouvait plus faire semblant. Il abaissa son magazine, agrippant le bord de son siège comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortit. En 4F, la jeune femme tenait toujours son téléphone, mais elle l'avait baissé depuis longtemps. Dans ses yeux, un mélange de honte et d'admiration, une émotion rare, mais sincère. À l'approche de la première rangée, Bridget accéléra légèrement le pas pour se tenir à côté d'Owen, puis, doucement, presque comme si elle n'était plus elle-même, baissa la tête comme une élève devant celui qu'elle avait humilié. « Owen, je m'excuse. Il y a eu un malentendu. Veuillez reprendre votre siège 2A. » Une petite excuse, si difficile à dire, mais prononcée devant toute la cabine. Ces mêmes personnes qui étaient restées silencieuses lorsqu'elle l'avait humiliée. Owen tourna la tête vers elle. Ses yeux n'étaient ni en colère, ni froids, mais le calme dans son regard était comme un miroir. Et ce miroir rendait chaque excuse inutile. Il répondit lentement, avec une clarté telle que tous les passagers l'entendirent, même ceux qui avaient prétendu ne pas entendre la gifle plus tôt. « Vous ne vous êtes pas trompé. » Bridget se figea. « Vous avez juste décidé que je n'avais pas ma place ici. » Cette phrase n'était pas seulement une réponse. C'était la mise à nu d'un préjugé déguisé en doute raisonnable, quelque chose que la société a appris à tolérer sans jamais le dire clairement. Personne ne parla. Personne n'applaudit. Mais dans ce long silence, chaque cœur manqua un battement. Bridget ne dit plus rien. Elle hocha simplement la tête, comme quelqu'un acceptant sa peine, puis se retira pour laisser passer Owen. Le siège 2 a été toujours là, près du hublot, la lumière du matin filtrant à travers la vitre. Le vieux livre d'Owen y était toujours. Quelqu'un l'avait soigneusement remis en place. Peut-être Taylor. Peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce geste, petit comme une excuse silencieuse, changea l'atmosphère autour du siège 2A. Ce n'était plus l'endroit d'où il avait été expulsé, mais celui où il revenait avec honneur. Owen s'assit, attacha sa ceinture et ne dit plus un mot. Il n'avait pas besoin de parler. Son retour n'avait pas besoin d'applaudissements, seulement d'un silence dont la nature avait changé. Non plus un silence de complicité, mais un silence d'aveu. Et pour la première fois, la première classe était silencieuse par respect. À l'arrière, Taylor sortit son téléphone, ouvrit ses notes et tapa une ligne. Il est de retour au siège 2A, mais c'est nous qui devons changer de siège en nous-mêmes. Bridget restait debout, immobile. Elle devait rester là, témoin de ce qu'elle avait autrefois considéré comme une perturbation, et qui s'était révélé être l'ordre juste qu'elle n'avait jamais su reconnaître. Ses mains se crispèrent. Le billet dans sa main était froissé, mais elle ne le lâchait pas. C'était la preuve de son erreur, et peut-être d'une opportunité, si elle avait le courage de l'admettre point à côté d'elle, l'homme en costume bleu marine, qui avait été assis près d'Owen plus tôt dans la matinée sans rien dire au moment de l'incident, se pencha légèrement et parla doucement. « J'ai tout vu, mais je n'ai rien dit, parce que je pensais que ce n'était pas mon affaire. » Owen ne se retourna pas, mais tourna une page de son livre et répondit, d'une voix aussi légère que lourde de sens.
C'est exactement pour ça que personne n'a rien fait. L'homme se redressa. Pas de réponse. Pas de justification. Il avait compris. Il n'avait pas été insulté. Il avait été éveillé. Les mots d'Owen résonnèrent comme un fil tendu, tranchant et traversant toute la première classe, tirant chaque visage vers sa propre conscience. Pour enregistrer lorsqu'Owen avait été giflé, baissa aussi silencieusement son regard vers son écran. La vidéo était toujours dans la bibliothèque de son. Téléphone, pas téléchargé, pas partagé, n'ayant servi à rien. Sa main tremblait légèrement, non pas par peur, mais parce qu'elle réalisa soudainement qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le pensait. Elle avait choisi d'enregistrer en tant qu'observatrice, mais elle n'était pas intervenue, ne s'était pas levée. Elle avait vu l'injustice, mais au lieu de parler, elle tenait la caméra comme un bouclier pour se protéger de devoir choisir. À l'avant de la cabine, Bridget Sanders se tenait à côté du siège 2A. Elle n'était plus une figure d'autorité, mais un témoin vivant de l'erreur qu'elle avait commise. Pour la première fois en 20 ans de vol, Bridget ne savait plus où poser ses mains. Elle les croisa devant son ventre, puis les laissa tomber. Son doigt index de la main droite tournait occasionnellement son alliance à la main gauche, une habitude qu'elle n'avait pas remarquée. Elle ne savait pas si elle essayait de retrouver la sensation familière ou si elle fuyait la réalité. Mais ce que Bridget ne pouvait plus éviter, c'était le regard de tout le monde. Ce n'était plus le regard attendant ses ordres, mais le regard attendant qu'elle reconnaisse pleinement sa faute. Et puis, quelque chose qui n'était jamais arrivé sur un vol de Royal Crest se produisit. Une voix s'éleva, douce mais assurée. « Il a raison. » Tout le monde tourna la tête. La voix venait d'une femme d'une soixantaine d'années, assise en 3D, les cheveux argentés tirés en un chignon haut et un gilet tricoté à la main de couleur crème. Elle posa son livre et se leva. Bien que son corps ne semblait plus aussi agile qu'auparavant. « Je suis là depuis le début. J'ai tout vu et je n'ai rien fait. » Quelques souffles étouffés. Pas parce que je suis d'accord, mais parce que j'avais peur de faire le mauvais choix. Mais maintenant, je réalise que le silence ne me rend pas plus juste. Il m'a simplement rendu complice du mal. Bridget tourna la tête pour regarder la femme. Ses yeux semblaient contenir quelque chose qui venait juste de se fissurer. Pas de la résistance, mais le rejet de la carapace du « je suivais les règles ». Ensuite, une voix d'homme s'éleva derrière. « Je suis avocat. » Sa voix était calme, ferme. Un homme en costume gris, portant des lunettes, assis en 5A. Je sais bien que la discrimination n'a pas besoin de crier pour exister. Il ajusta ses lunettes et continua. J'ai vu un passager traité différemment juste à cause de sa tenue et de la couleur de sa peau, et je me suis dit qu'il devait sûrement avoir fait quelque chose de mal. Mais il s'avère que je m'étais laissé normaliser quelque chose de mauvais. L'atmosphère dans la cabine n'était plus celle de l'évitement suffocant, mais de la tension, tandis que les masques tombaient un par un. Owen ne dit rien, mais il regarda silencieusement chaque personne, non pour juger, mais pour témoigner. Il comprenait. Ce n'était plus une histoire de siège. C'était une histoire d'ombre apprenant à sortir dans la lumière. À l'arrière de la cabine, Taylor Rie, la jeune hôtesse de l'air qui avait hésité à défendre Owen, se tenait près du cabinet d'eau, observant silencieusement à travers l'écran de la cabine. Elle voyait chaque personne parler, chaque tête s'incliner, chaque excuse donnée sans défense, et un sentiment de culpabilité monta en elle parce qu'en réalité, la première à parler aurait dû être elle. Taylor respira lentement. Sortant un petit carnet de la poche de son uniforme, elle y nota une brève ligne. « Le silence n'est plus neutre. À partir d'aujourd'hui, je dois apprendre à me lever. » Dans la cabine principale, quelque chose d'inattendu se produisit. Bridget baissa volontairement la tête. Personne ne lui demanda. Personne ne la força. Elle avança d'un pas, sa voix basse. Je pensais être juste, que je travaillais selon les règles, que je ne laissais pas les émotions interférer. Elle marqua une pause. Mais ce matin, je n'avais pas besoin de règles. J'avais juste besoin d'un regard, et j'ai jugé Owen simplement parce qu'il ne ressemblait pas à la personne qui devrait être assise en 2A. Un moment de silence. Lourd. Je n'ai aucune excuse. Je ne peux que dire que j'avais tort. Et si je le peux, je veux réparer ça. Pas seulement pour Owen, mais pour toutes les personnes comme lui qui ont été mises de côté simplement parce qu'elles ne ressemblaient pas à... À l'avant de la cabine, le capitaine Rie Hammond reçut l'information en silence.
La compagnie aérienne n'avait toujours pas autorisé le décollage. Le vol était toujours retardé. Mais il n'était pas contrarié car il savait qu'un vol pouvait être retardé pendant des heures, mais une leçon comme celle-ci, si elle était ratée, pourrait retarder toute une vie. Owen ne dit toujours rien de plus. Mais lorsque son regard croisa celui de chaque personne ayant parlé, c'était comme un hochement de tête silencieux, une reconnaissance muette qu'il n'était plus des spectateurs. Ils devenaient de véritables témoins. Au moment où Owen observait silencieusement ceux autour de lui commencer à présenter leurs excuses, toute la cabine de première classe fut enveloppée d'un étrange silence. Une complicité plus longue, mais un éveil. Mais à l'extérieur de la porte en acier du Royal Crest Flight 672, une tempête commençait à se former. Pas dans le ciel, mais sur les réseaux sociaux. Depuis le fond de la cabine, la femme assise au siège 30F, qui avait enregistré la vidéo de l'attaque de Owen, chassée de son siège 2A, n'était plus simplement une spectatrice. Elle ouvrit l'application, sélectionna la partie la plus claire, la gifle, le silence stupéfait, puis le visage calme d'Owen alors qu'il se levait, une accusation silencieuse. Pas de filtre, pas de texte ajouté. Elle écrivit une courte légende. Il n'a rien fait de mal, mais a été poussé dehors simplement parce qu'il ne ressemblait pas à quelqu'un qui pourrait être assis en fin de première classe. Silence, seulement 3 minutes après avoir posté, les vues dépassèrent 15 000, puis 100 000, puis 1 million et ensuite l'explosion. Au 42e étage, dans la salle de conférence du siège de Royal Crest, le bureau des relations publiques était tendu. L'assistant média, jeune et nerveux, cria « On devient viral sur toutes les plateformes. Twitter, TikTok, Instagram, tout explose. » Le chef du département de communication fixait l'écran. Là, la vidéo de 32 secondes se rejouait. La voix de Bridget demandant « Vous êtes sûr que c'est votre siège ?» suivi de la gifle, de l'inhalation profonde des passagers et d'Owen qui s'éloignait. Il pointa l'écran. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est la preuve vivante de quelque chose que les gens ressentent depuis des années, mais que personne n'a enregistré aussi clairement. Hashtag numéro 1, première classe. Le silence dépassa rapidement tous les sujets tendances nationaux. Les tweets apparurent à une vitesse folle. Ce gamin voulait juste s'asseoir et lire et il a été chassé. On est en quelle année? Pourquoi personne en première classe ne s'est levé? Cette gifle n'a pas fait mal physiquement. C'était un coup à la dignité. Chaque fois que vous pensez que ce n'est pas votre problème, rappelez-vous d'Owen. Dans un petit café à Brooklyn, une étudiante en droit regarda la vidéo. Elle la visionna, puis la repostéa avec la légende. Si un étudiant blanc en costume avait été giflé et chassé de la première classe, est-ce que quelqu'un serait resté silencieux? Et dans la cabine, les passagers commencèrent à réaliser que leur silence ne leur appartenait plus dans cet espace clos. Il avait été exposé au monde entier, et ils commencèrent à se sentir honteux. Un homme d'âge moyen, son visage rouge, ouvrit son téléphone et vit son propre visage dans la vidéo, assis près d'Owen, la tête baissée, la main sous le menton, sans rien faire. Il marmonna « Merde » puis éteignit l'écran, mais il était trop tard. Il ne pouvait plus se cacher dans l'ombre. Au bureau du PDG Jonathan Carter, l'assistant entra précipitamment, haletant. « La vidéo est devenue mondiale, monsieur. Les chaînes d'information, de CNN à la BBC en passant par Al Jazeera, veulent interviewer Owen. Ils appellent cela la rébellion silencieuse. » Jonathan n'était pas surpris. Il se contenta de regarder le texte envoyé par son fils plus tôt. « Je ne veux pas que les gens voient juste la gifle. Je veux qu'ils voient le silence qui l'a accompagné. » Il hocha légèrement la tête. Son fils n'avait pas besoin d'être sauvé. Le garçon réveillait tout un système. Bridget Sanders, désormais assise dans la zone de repos de l'équipage, baissa la tête pour regarder son téléphone. Sur la page d'accueil de YouTube, la vidéo était intitulée « Étudiant noir giflé et chassé de la première classe ». Il s'avère que c'est le fils du PDG. Les commentaires affluèrent comme des vagues. Elle doit être renvoyée. Ceux qui sont restés silencieux sont tout aussi coupables. Ce garçon est la raison pour laquelle nous devons apprendre aux enfants à se lever, même quand ils ne disent rien. Bridget n'avait plus de défense, non pas parce que la caméra avait enregistré l'incident, mais parce qu'elle avait connu la vérité dès le moment où elle a agi, mais a quand même choisi les préjugés plutôt que la procédure. Dans la cabine, Owen restait assis en 2A. Il ne savait pas jusqu'où la vidéo s'était propagée, mais il entendit la légère vibration de son téléphone dans sa poche. Il ne le lut pas, ne vérifia pas.
Il comprenait. Quand il sortirait de cet avion, il ne serait plus un étudiant silencieux de 17 ans. Dans une classe de lycée à Atlanta, une professeure de sociologie posa le cours. Elle ouvrit la vidéo, remit au moment où Owen se tourna vers Bridget et dit « Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez juste décidé que je n'avais pas ma place ici. » Toute la classe se tut. Un élève noir au premier rang essuya une larme. Un élève blanc derrière lui murmura « Pourquoi je me sens coupable de ça ?» La professeure éteignit la vidéo. Elle regarda ses élèves. Puis lentement, elle demanda « Si vous étiez assis dans cette cabine d'avion ce jour-là, qu'auriez-vous fait ?» Et c'est à ce moment-là que l'histoire quitta le cadre d'un vol, d'un étudiant, d'une gifle. Elle devint une question pour la société dans son ensemble. Lorsque vous êtes témoin d'une injustice, vous vous lèverez ou resterez silencieux. Peu de temps après, le hashtag numéro une première classe silence dépassa les 4 millions de mentions. Le siège de Royal Crest Airlines, la tour de 67 étages en plein cœur de la ville, n'était plus le lieu des discussions sur les actions ou la stratégie de marché. L'atmosphère. À l'intérieur, on aurait dit un hôpital en lutte contre une épidémie. Mais au lieu d'un virus biologique, c'était une pandémie morale qu'ils affrontaient, la perte de confiance du public. Au 51e étage, la salle de conférence principale s'ouvrit exceptionnellement dans l'après-midi. Les stores furent levés et la lumière inonda la pièce, mais ce n'était pas suffisant pour éclairer le visage en sueur de la directrice de la communication, Helen Royce. Elle projeta la première diapositive, un graphique en chute. Depuis ce matin, la confiance en notre marque a chuté de 17%. Chaque minute, environ 600 mentions négatives apparaissent sur les réseaux sociaux. Même nos actionnaires japonais et allemands ont envoyé des courriels demandant des explications. Sa voix tremblait, ses yeux passaient d'un chiffre rouge à l'autre à l'écran. Mais la voix qui suivit glaça toute la salle. Alan, un membre du conseil, M. Martin Hay, cheveux argentés et regard calme, posa sa tasse de café. Nous n'avons pas besoin d'une campagne de relations publiques. Nous avons besoin d'un garçon de 17 ans pour nous rappeler ce qu'est le caractère. Tous les regards se tournèrent vers lui. Hélène ouvrit la bouche, prête à répliquer, puis resta silencieuse. Monsieur Hay poursuivit. « Permettez-moi de vous rappeler. » Dans la vidéo virale, Owen Carter n'a pas crié, n'a pas exigé de compensation, n'a pas menacé de porter plainte. Le garçon s'est simplement levé et a marché calmement vers le fond de l'avion. C'est par son silence que la société s'est réveillée. Monica Ellis, responsable de l'éthique et des ressources humaines, ajouta. Nous avons dépensé des millions dans la formation à la diversité, les séminaires sur les biais inconscients, mais tout cela est inutile si on ne le pratique pas au bon moment. Soudain, Richard Lann, le directeur des opérations de vol, se leva. Il n'afficha aucune diapositive, ne consulta pas son iPad, il parla d'une voix ferme. J'ai parlé avec Bridget. Elle n'a pas demandé pardon. Elle répétait simplement qu'elle pensait suivre le protocole. Mais comme l'a dit Owen, le silence n'est pas neutre. Le silence est un choix. Et malheureusement, nous, en tant qu'organisation, avons trop longtemps choisi le silence. L'atmosphère était si tendue qu'on entendait le bruit de la climatisation comme une lame. La lumière au plafond jetait une lueur jaune sur les visages puissants, désormais troublés par un jeune garçon noir qui les obligeait à se regarder en face. La directrice des relations publiques parla timidement. « Alors, que devons-nous faire ? Une conférence de presse ? Une vidéo d'excuses ?» Martin Hay secoua la tête. « Non. Une vidéo, ce ne sont que des mots. Il faut des actions. Et la première action, c'est de ne pas éviter celui qui a apporté ce changement. » Il regarda autour de la table. « Invitons Owen Carter ici. Pas pour en faire une image, ni pour coller un logo sur sa chemise, mais pour l'inviter à reconstruire ce système. » Certains jeunes directeurs semblaient perplexes. Mais Owen n'est qu'un étudiant. Il n'a pas d'expertise. Monica répondit à leur place. C'est exactement pour ça qu'il doit être ici. Parce que nous, les experts, avons raté la leçon la plus importante. Le caractère n'a pas besoin de diplôme. En bas, dans le salon VIP, Jonathan Carter, PDG et père d'Owen, regardait tranquillement son téléphone. Il n'intervint pas dans la réunion, ne demanda aucun privilège pour son fils. Mais lorsqu'il apprit que le conseil voulait inviter Owen à participer au programme de réforme comportementale, il envoya un court message.
Demandez-lui s'il veut contribuer au changement. Ne le commandez pas, ne demandez pas de pitié. Mon fils n'est pas une victime. C'est lui qui tend un miroir à tout le système. Au même moment, dans une petite pièce du siège de Carter Henson, Owen était assis près de la fenêtre, une chemise blanche froissée sur le dos, son thé glacé à côté de lui depuis longtemps tiède. Il regardait son téléphone. 9 emails non lus, 6 appels de CNN, 3 d'ABC, une invitation à prendre la parole à la conférence nationale sur la diversité. Il soupira, non par épuisement, mais parce que le monde attendait soudain de lui plus que juste un billet valide. Un message apparut à l'écran. Owen, la compagnie aérienne souhaite t'inviter à participer à un programme de formation contre la discrimination. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais si tu veux changer les choses, c'est l'occasion. Owen ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre, apercevant faiblement son reflet. Si je refuse, alors cette gifle ne sera qu'un incident. Mais si j'accepte, je peux en faire le début d'un changement. Il se redressa, saisit son téléphone toujours affiché sur le dernier message de son père. Il le relut. Tu n'as pas à dire oui si tu ne veux pas. Mais si tu veux changer quelque chose, c'est ta chance. Pas de musique, pas de notification. Juste le silence, comme dans la cabine de première classe ce jour-là, où tout le monde avait entendu, mais personne n'avait osé parler. Il écrivit lentement, s'arrêta, effaça, puis écrivit à nouveau. Je ne veux pas être un symbole. Mais si je ne dis rien, cette gifle ne sera qu'un incident. Jonathan Carter, le PDG qui avait conclu des accords valant des milliards, fixa le message sans répondre tout de suite. Il savait que son fils de 17 ans venait de prendre une décision qui pourrait non seulement changer sa compagnie aérienne, mais aussi modifier la façon dont la société perçoit la discrimination invisible que subissent les gens chaque jour. Le lendemain matin, au 38e étage de Royal Crest, la salle de réunion fut vidée et spécialement aménagée. Plus de plans complexes, plus de graphiques de profit. À la place, chaque table portait un petit carnet blanc aux lettres argentées, cabine sans préjugés, initiative de réforme interne. Plus de 120 personnes étaient dans la salle, chefs de cabine, superviseurs de vol, responsables régionaux, responsables du recrutement et de la formation comportementale. On ne leur avait pas dit qui allait parler. On leur avait seulement dit que c'était une réunion importante. Quand Owen Carter entra, la salle se figea. Il ne portait pas de costume, pas de cravate, aucun média derrière lui. Il était toujours en sweat à capuche noire, jean, et avec des yeux profonds. Pas le regard de quelqu'un qui cherchait la gloire, mais de quelqu'un qui portait l'expérience d'avoir perdu sa dignité sans avoir besoin de crier pour se faire entendre. Owen posa son sac, s'avança vers le podium. Il ne tenait aucun papier, ne regarda aucun prompteur. Il fixa simplement les personnes en face de lui, celles-là même qui croyaient simplement avoir suivi les procédures. Puis il parla. Je sais que beaucoup d'entre vous pensez que je suis ici parce que je suis le fils du PDG. Mais si je ne l'étais pas, si j'étais juste un étudiant ordinaire, si personne n'avait filmé ce jour-là, est-ce que l'un de vous aurait compris que vous aviez tort? La salle resta silencieuse. Owen continua. La gifle ne m'a pas fait mal. Ce qui m'a blessé, c'est la façon dont toute la cabine s'est détournée, comme si je n'existais pas, comme si personne ne voulait s'impliquer. Une femme d'une 50aine d'années au deuxième rang, la chef de cabine, Valérie, leva la main. Sa voix tremblait. J'ai déjà fait quelque chose de semblable, pas par méchanceté. J'ai jugé selon l'apparence, la manière de parler, et j'ai deviné s'ils étaient VIP ou non. Personne ne m'a jamais dit que j'avais tort, jusqu'à aujourd'hui. Owen hocha légèrement la tête. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce programme. Pas pour vous enseigner quoi que ce soit, mais pour partager ce que ça fait d'être jugé non pas sur ses actes, mais sur son apparence. Richard Lann, le directeur des opérations aériennes, était assis au fond de la salle, écoutant attentivement. Il se souvenait du regard d'Owen à travers la caméra interne de l'avion. Pas de colère, pas d'insulte, juste un regard qui faisait sentir à toute l'organisation qu'elle s'était trompée, là où elle pensait être la plus sûre. Après le court discours, il n'y eut aucun applaudissement, seulement des têtes baissées et des stylos qui commencèrent à écrire. Ne laissez pas l'apparence d'un passager vous faire oublier de vérifier votre cœur. Si vous ralentissez 10 secondes et posez une question gentiment, peut-être que vous ne vous tromperez pas. Vos actions peuvent blesser, même sans intention. À la fin de la réunion, la directrice des ressources humaines,
Monica Ellis, s'approcha d'Owen. Elle ne lui tendit pas la main comme d'habitude. Elle baissa la tête. « Tu n'as pas besoin d'être un héros. Mais tu nous as forcés, nous qui pensions être matures, à tout réapprendre depuis le début. » Owen répondit. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux juste que la prochaine fois, quand vous verrez un gamin comme moi assis en première classe, personne ne demande « Es-tu sûr que c'est ta place ?» Pendant ce temps, dans un petit salon de coiffure à Chicago, la télévision diffusait les infos du matin. Royal Crest Airlines annonce un nouveau programme de formation comportementale avec la participation d'Owen Carter, l'étudiant expulsé de la première classe malgré un billet valide. La compagnie aérienne qualifie cela de tournant éthique pour l'industrie. Le propriétaire du salon, un homme noir d'une soixantaine d'années, augmenta le volume, regarda ses clients et sourit. Encore un garçon qui enseigne à tout un système comment être humain. Et dans de nombreux endroits aux États-Unis, des salles de classe aux salles de réunion, des aéroports aux cuisines familiales, une question résonnait. Pas seulement pour Royal Crest, ni pour l'industrie aérienne, mais pour tout le monde. Quand quelqu'un est traité injustement sous vos yeux, allez-vous détourner le regard ou vous lever? Quand Owen Carter retourna en première classe, personne ne lui demanda « Êtes-vous à la bonne place ?» Aucun regard soupçonneux, aucun murmure discret. Le siège 2 a été toujours là, près du hublot à l'avant de la cabine, où une semaine plus tôt, il était devenu le centre de l'attention nationale. Mais ce n'était plus juste un siège. Ce n'était plus une récompense pour clients aisés. Ce n'était plus un numéro sur une carte d'embarquement. C'était devenu un symbole, un rappel, une leçon, un réveil. Owen s'assit. Sa main reposa sur la coudoir, son regard traversa le hublot où le ciel du matin commençait à virer à l'orange doux. Son souffle était lent, régulier, non pas à cause de la tension, mais parce qu'il savait. À ce moment-là, toute la cabine apprenait à être silencieuse dans le vrai sens du terme. Des pas se firent entendre derrière. Taylor, la jeune hôtesse de l'air qui avait assisté à l'événement sans agir, marcha lentement vers lui. Sa main se posa doucement sur la paroi de la cabine, son épaule légèrement inclinée, un geste non pas d'hôtesse, mais de personne redécouvrant la sincérité. Merci de ne pas nous avoir laissé continuer à faire semblant de ne rien voir. Owen ne parla pas. Il hocha simplement la tête. Mais ce hochement n'était pas qu'un geste poli. C'était une acceptation, un pardon silencieux. Au siège 3B, un homme d'affaires d'âge moyen baissa les yeux. Il était resté silencieux quand Owen avait été expulsé du siège. Maintenant, il n'osait plus le regarder en face. Sa main serra un journal portant en une. La gifle qui a secoué l'industrie aérienne. Un étudiant de 17 ans pousse une compagnie à affronter ses préjugés. Au siège 4D, une jeune femme blanche reprit son téléphone, ouvrit à nouveau la vidéo enregistrée. Mais cette fois, elle ne la partagea pas. Elle voulait simplement la revoir. Le moment où Owen avait été humilié pendant que personne ne parlait, pour se souvenir qu'elle-même était restée silencieuse. Et sur le dernier siège de la cabine, près des toilettes, là où Owen avait été forcé de s'asseoir, il était maintenant vide. Ce jour-là, la chef de cabine n'était pas Bridget Sanders. Après la réunion interne et les vidéos virales, elle avait été suspendue indéfiniment, en attente d'un conseil disciplinaire. Mais ce qu'elle avait laissé derrière, elle ne s'était pas envolée avec son uniforme. Cela persistait à travers la manière dont les passagers se regardaient plus longuement, la manière dont les hôtesses parlaient plus doucement, et chaque, s'il vous plaît, teinté d'un peu plus d'humanité. Depuis la tour de contrôle, le signal de vol fut transmis. L'avion commença à rouler. Owen sentit la pression familière de la gravité qui poussait doucement son dos contre le siège. Mais cette fois, il ne se recroquevilla pas. Il ne se tassa pas comme d'habitude. Parce que cette fois, il n'était pas un passager à la mauvaise place. Il était celui qui avait forcé tout un système à revoir la valeur des choses. Quand l'avion atteignit son altitude de croisière, les hôtesses servirent les repas. Un jeune homme blanc s'approcha, portant un plateau d'eau, et dit doucement. « Je ne sais pas quoi dire, mais je voulais te remercier de m'avoir fait réfléchir. Moi-même. » Owen leva les yeux, sans sourire, sans hocher la tête. Il dit simplement. Souviens-toi de ce sentiment la prochaine fois que tu verras quelqu'un être traité injustement et que personne n'intervient. L'homme acquiesça, puis retourna à sa place. Il ne portait pas seulement un plateau d'eau. Il portait un avertissement contre le prochain silence. Dans le compartiment à bagages,
un petit sac noir était marqué du nom au Carter. À l'intérieur, une ébauche non parfumée, une réponse à l'invitation officielle du Conseil de Royal Crest l'invitant à devenir conseiller honoraire en éthique des passagers. Il n'avait pas encore envoyé la lettre. Mais aujourd'hui, assis au siège 2A, il savait que la réponse ne se trouvait pas dans un oui ou un non. Elle se trouvait dans la façon dont il était monté dans cet avion sans baisser la tête. Dans sa manière de rester silencieux, mais de forcer tout le monde à écouter. Dans la salle des agents de bord, Taylor sortit un carnet. À l'intérieur, elle avait écrit une note à l'encre tremblante. Le silence n'est pas inoffensif. Je pensais qu'en ne faisant rien de mal, j'étais dans mon droit. Mais aujourd'hui, je comprends que si je ne parle pas, je fais partie de l'injustice. Alors que l'avion se préparait à atterrir, le signal des ceintures de sécurité s'alluma, mais personne ne se précipita pour l'attacher. Une sensation silencieuse enveloppait la cabine. Pas parce que tout le monde était fatigué, mais parce que chacun avait compris qu'il venait d'être témoin de quelque chose de plus grand qu'un simple vol. L'atmosphère dans la salle de formation du centre interne de Royal Crest Airlines sembla se figer lorsque Owen Carter monta sur l'estrade. Pas de projecteur, pas de musique d'introduction, juste l'attention absolue de plus de 100 personnes, agents de bord expérimentés, superviseurs de sécurité, personnel des salons et responsables régionaux. Ils avaient vu la vidéo. Ils avaient lu les titres des journaux. Ils avaient entendu les excuses tardives. Mais cette fois, ils n'étaient pas là pour écouter les médias. Ils étaient là pour écouter la personne qui avait été véritablement touchée et qui avait touché une industrie entière. Owen ne tenait pas de papier, n'avait pas besoin de micro. Sa voix était basse mais claire, résonnant dans la pièce comme si chaque mot frappait à une porte restée fermée trop longtemps. Je ne suis pas ici pour faire culpabiliser qui que ce soit. Je veux juste que vous compreniez ce que ça fait d'être jugé rien que pour ce que vous êtes. L'air devint plus dense. Une femme aux cheveux argentés, portant un uniforme d'agente de bord et une médaille pour 25 ans de service, était assise au premier rang, serrant son stylo. Owen continua. « Je n'ai rien fait de mal ce jour-là. Je n'ai pas causé de désordre. Je n'ai menacé personne. Je n'ai enfreint aucune règle. Je me suis simplement assis. » Mais les regards, les mots, les sourcils froncés, et finalement la gifle, tout cela venait de quelque chose d'invisible mais universellement pensé. Ce garçon noir ne peut pas être un passager de première classe. Cette dernière phrase résonna comme un coup de tonnerre. Personne ne protesta. Personne ne chercha d'excuses. Un agent de bord, mince, d'environ 50 ans, portant l'étiquette « Steve K », leva soudain la main. Sa voix était étranglée, mais chaque mot était clair. J'ai fait quelque chose de similaire. Pas jusqu'à faire sortir un passager, mais j'ai regardé des passagers noirs et me suis demandé s'ils avaient leur place. Je suis resté silencieux. Je pensais ne pas être biaisé, mais en réalité, j'évitais simplement la vérité. Aujourd'hui, je ne resterai pas silencieux. Il baissa la tête, les larmes aux yeux. D'autres commencèrent à hocher la tête discrètement. Owen ne hocha pas la tête pour le remercier. Il ne sourit pas. Il fit un pas en arrière et continua à partager, pas avec des théories, mais avec des expériences qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. Personne ne m'a crié dessus ce jour-là, mais le silence collectif de toute la cabine m'a fait sentir que je n'existais pas. La pire forme de discrimination ne vient pas de ceux qui vous détestent, mais de ceux qui pensent que le silence est neutre. Une superviseure de sécurité, en gilet noir, le visage sérieux, ouvrit son carnet, puis le referma. Elle regarda Owen droit dans les yeux. Je pensais que si je ne faisais rien de mal directement, je n'étais pas une mauvaise personne. Mais maintenant, je sais que ne rien faire quand on voit une injustice, c'est aussi un choix. Et j'ai fait le mauvais. Une voix s'éleva du fond de la salle. C'était Monica Ellis, la directrice RH. Mais cette fois, ce n'était pas un ordre, c'était une confession. On croyait que les formations sur le comportement suffisaient. Que des politiques bien écrites nous protégeraient. Mais Owen nous a montré que parfois, la manière dont vous regardez quelqu'un a plus d'impact que la façon dont vous le servez. La pièce retomba dans un silence total. Owen regarda enfin tout le monde, laissant l'émotion percer dans son regard. Sa voix devint plus douce. Je pensais qu'il suffisait de baisser la tête, de lire un livre et d'ignorer l'injustice. Mais j'ai compris que si je ne dis rien, j'enseigne aux autres que leur silence est acceptable. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour obtenir des excuses.
Je suis là pour qu'on s'engage ensemble. Personne ne devrait être douté juste à cause de son apparence. Personne ne devrait endurer les préjugés en silence. Un léger mouvement débuta dans la salle. Une jeune agente de bord se leva, puis une autre. Personne ne donna de signal, mais tous se levèrent. Pas pour applaudir, mais pour montrer qu'ils avaient vraiment écouté. Aucun applaudissement ne résonna. Juste des regards, fixés sur Owen, comme pour dire « Nous ne voyons pas. Maintenant, nous voyons ». Dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, un nouvel avis avait été affiché au mur. Ce n'était ni un planning de réunion, ni une publicité promotionnelle. C'était juste une ligne en lettres blanches sur fond noir. Parfois, celui qui vous pousse à changer n'a pas besoin d'un titre, seulement de la vérité. Programme de formation sans préjugés Royal Crest. Lorsque la session de formation s'est terminée, Owen quitta la pièce. Certaines personnes lui serrèrent la main. D'autres se contentèrent d'un signe de tête, mais personne ne fit semblant de ne pas savoir qui il était. Pas le fils du PDG, pas le garçon expulsé de la première classe, mais la personne qui avait obligé toute une industrie à s'asseoir et à réapprendre depuis le début. Après cette première session de formation avec Owen Carter, alors que tout le monde était encore silencieux, ébranlé par les échos d'une vérité inévitable, une enveloppe brune apparut sur le bureau du directeur du programme de réforme. Elle portait simplement cette mention. De la part de Bridget Sanders. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était ferme, mais l'encre légèrement bavée, signe d'une main tremblante au moment d'écrire. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Je ne m'attends pas à être pardonné. Mais si ce programme de formation vise vraiment un changement réel, j'espère en être la première élève, non pas pour réparer mes erreurs aux yeux des autres, mais pour réapprendre à partir des ruines que j'ai moi-même créées. Bridget. La lettre fut transmise à Owen, accompagnée d'une courte vidéo enregistrée par Bridget avec son téléphone personnel. Aucun effet spécial, aucune lumière professionnelle, juste une femme d'âge moyen, les cheveux attachés, assise devant un mur gris, regardant droit dans la caméra, sans artifice, sans masque. Je suis celle qui a expulsé Owen Carter du siège 2A. Je croyais être poli, juste, neutre. Mais après avoir visionné la vidéo de ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais l'incarnation d'un système fondé sur des préjugés dont je ne me rendais même pas compte. Je ne comprenais pas ce qu'était le respect. Elle s'interrompit, avala sa salive. Les mots suivants ne sortirent pas avec force, mais poussés par une vulnérabilité profonde. Je pensais que si je ne criais pas, si je n'insultais pas, j'étais innocente. Mais en réalité, le mépris est parfois plus silencieux que n'importe quelle insulte. La vidéo durait moins d'1 minute, mais elle fut partagée des millions de fois en 3 heures. Au département de communication de Royal Crest Airlines, une jeune consultante de marque regardait l'écran en murmurant doucement. Elle ne joue pas la comédie. Elle est vraiment brisée. Personne ne contesta. Personne ne rit. Car tout le monde savait que cette prise de conscience tardive était si brute qu'elle faisait mal au cœur. En même temps, dans une nouvelle classe de formation des agents de bord, Valérie, instructrice en chef et hôtesse de l'air vétérane, montra la vidéo de Bridget à toute la classe comme matériel de formation. Quand la vidéo se termina, elle demanda « Quelqu'un a-t-il remarqué quelque chose de particulier ?» Un jeune stagiaire leva la main. Elle n'a pas dit « j'ai eu tort ». Elle a dit « je n'ai pas compris ». C'est plus lourd qu'une excuse. Valérie acquiesça. Parce que ce n'est pas une seule erreur. C'est vivre toute une vie dans l'erreur, en croyant qu'on avait raison. Quant à Owen, il ne réagit pas immédiatement à la lettre ni à la vidéo. Il s'assit simplement dans son petit bureau et regarda la vidéo 3 fois. Chaque fois, il mettait en pause au moment où les yeux de Bridget fixaient l'écran, là où il n'y avait plus ni assurance, ni autorité, juste une femme apprenant à se regarder elle-même. Le lendemain, Owen appela la directrice des ressources humaines, Margaret Ellington. « Je veux la rencontrer. Pas pour faire la paix, mais pour voir si cette prise de conscience est assez profonde pour recommencer. » Margaret resta silencieuse quelques secondes. Puis elle accepta. La rencontre fut organisée discrètement, dans une salle privée du centre de formation. Pas de caméra, pas de médias, pas de micro, juste Owen et Bridget. Bridget arriva la première. Elle portait une simple chemise blanche, sans costume, sans badge. Quand Owen entra, elle leva les yeux du bureau et croisa directement son regard.
Je sais que je suis celle qui a tout déclenché, et je ne m'attends pas à ce qu'on croie que j'ai changé après une seule leçon, mais je suis ici, pas parce qu'on m'a forcé. Owen ne l'interrompit pas. Il écouta simplement. Bridget continua. Ce jour-là, quand je t'ai vu, je ne pensais pas être discriminatoire. Je me suis juste dit, quelque chose ne va pas ici. Mais maintenant, je sais que ce sentiment, c'était le monstre né du silence. Owen la regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin que tu continues à te blâmer. J'ai besoin que tu transmettes cela à ceux qui étaient comme toi. Bridget leva les yeux, les lèvres serrées, puis hocha la tête. Ce jour-là, elle accepta d'animer une classe sur les préjugés inconscients, aux côtés d'un jeune professeur noir. Sur le tableau, elle écrivit de sa main. Je suis la preuve vivante qu'un sourire poli ne cache pas la discrimination. Dans un coin, Owen observait. Pas de micro, pas d'applaudissements. Juste un léger sourire, avant de s'éclipser. Car l'important n'était pas qu'on s'incline devant lui, mais que ceux qui jadis ne ressentaient aucune gêne commencent enfin à rougir. Dans une salle de classe à Atlanta, la voix d'Owen, enregistrée après son retour du vol fatidique, résonna. Si vous détournez le regard quand quelqu'un est humilié, vous êtes aussi responsable. Le silence fut total. Un jeune garçon noir, assis au fond, demanda à sa mère. « Maman, je peux devenir comme lui ?» Elle entra doucement, posa sa main sur son épaule et dit « Si tu sais rester debout quand on t'abat, et transformer le silence en force, tu ne seras pas seulement comme lui. Tu pourras changer le monde. » Le lendemain, chez Royal Crest, ce sont les jeunes employés qui organisèrent une réunion. Taylor, l'hôtesse de l'air restée silencieuse pendant l'incident, prit la parole. « Je croyais ne pas être impliqué. Mais j'ai vu, et je n'ai rien fait. Si on ne change pas notre regard sur les passagers, alors tout cela n'est que de la comédie. » Un directeur régional demanda. « Que faire? Encore une formation ?» Owen répondit calmement. « Pas besoin de signature. Juste que, la prochaine fois, quelqu'un se lève. Même une seule personne. » Un programme de formation sans préjugés fut lancé. Pas de grandes annonces, juste une promesse personnelle. Je n'écoute pas que les mots des passagers. J'écoute aussi leur silence. Et je ne laisserai plus un siège devenir la frontière entre justice et préjugés. En bas du serment figurait une note. Inspirée par la leçon du siège 2 à Owen Carter. Quelques semaines plus tard, Owen vit un jeune garçon noir, costume, lunettes, billet en main avec le numéro 2A. L'agent le regarda, sourit, et dit « Merci d'être à l'heure. Bon vol. » Le garçon partit, sans savoir qu'Owen, au loin, le regardait avec fierté. Owen n'avait plus besoin d'occuper le siège 2A. Chaque siège était désormais porteur d'un message. Conclusion. On n'a pas besoin de crier pour changer le monde. Parfois, il suffit de rester fermement assis à la place qu'on mérite. Et vous? Si vous aviez été assis au siège 2 à ce jour-là, auriez-vous parlé? Ou auriez-vous choisi le silence? Laissez vos réflexions en commentaire. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits où de simples moments bouleversent le monde.